L'air du chalet était lourd de l'odeur du vieux cèdre et de ma propre insomnie, quand des voix m'ont arraché aux confins fragiles de mes rêves. 4 heures du matin, cette heure suspendue où le monde semble hésiter entre les échecs de la veille et les incertitudes du lendemain. J'étais allongée là depuis ce qui me semblait être une éternité, à écouter le silence des Alpes qui, ces 3 derniers mois, était devenu à la fois mon refuge et ma prison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter pour dire d'où vous regardez. Le plancher sous mes pieds nus était glacial alors que je me glissais vers la fenêtre, mes articulations de 62 ans protestant à chaque pas prudent. À travers le verre givré, je pouvais distinguer 2 silhouettes se déplaçant comme des ombres sur le terrain voisin. La parcelle vide que Jean-Luc et moi avions achetée il y a 15 ans, à l'époque où nous croyions encore à l'éternité, où nous pensions encore que nos enfants voudraient y construire des souvenirs, plutôt que de simplement réclamer leur héritage. La voix de ma fille, Élise, portée par l'air fin de la montagne, était tranchante de cette autorité qu'elle tenait de son père, affinée par 20 ans de droit des sociétés. Même en chuchotant, elle commandait, même à l'aube, en chaussures de randonnée et veste souillée de boue. Elle se déplaçait avec la précision qui avait fait d'elle la dirigeante non officielle de la famille, bien avant que le cœur de Jean-Luc ne lâche l'hiver dernier. Plus profond, Léo. Il faut que ce soit plus profond. La réponse de son mari se perdit dans le grattement du métal contre la terre gelée, mais je voyais ses épaules travailler, la vapeur de son souffle dans l'air froid. Léo, qui avait charmé toute notre famille avec son sourire facile et ses références de banquier d'affaires, ressemblait maintenant à un simple fossoyeur dans la pâle lumière de l'aube. Je me pressais contre la fenêtre, ma buée embuant la vitre. Qu'est-ce qu'ils enterraient? Et pourquoi ici, sur une terre qui appartenait techniquement à la succession? Une terre qu'ils avaient été si pressés de vendre ces derniers mois, malgré mes supplications désespérées pour conserver au moins ce morceau de l'héritage de Jean-Luc. La boîte en métal qu'ils descendirent dans le trou était petite, peut-être de la taille d'un coffret à bijoux. Élise s'agenouilla près de la terre remuée, ses mouvements empreints d'une révérence qui me serra la poitrine. Elle dit quelque chose que je ne pus entendre, sa main reposant sur le sol fraîchement retourné comme une bénédiction. Ils travaillèrent max vite ensuite, remettant la terre, éparpillant feuilles et aiguilles de pin avec l'efficacité calculée qui avait caractérisé chaque décision prise depuis les funérailles de Jean-Luc. Aucune consultation, aucune considération pour la femme qui avait partagé 38 ans avec l'homme dont ils étaient censés honorer la mémoire. Je restais figée à la fenêtre jusqu'à ce que leurs phares disparaissent sur la route sinueuse de la montagne, me laissant seule avec des questions au goût de trahison et un froid qui n'avait rien à voir avec le matin d'octobre. Le trajet jusqu'au terrain voisin me prit plus de temps qu'il n'aurait dû. Non pas à cause de la distance, à peine 50 mètres à travers les pins, mais parce que chaque pas semblait être une décision irréversible. L'appel que j'avais prise dans la remise de Jean-Luc pesait bien plus lourd que son poids réel. J'attendais avec la certitude que ce que j'allais découvrir changerait quelque chose de fondamental entre ma fille et moi. La terre remuée fut assez facile à trouver. Élise était peut-être méticuleuse dans sa vie professionnelle, mais elle n'avait jamais été très douée pour les travaux manuels. La parcelle rectangulaire de sol meuble se détachait comme une cicatrice sur le tapis naturel de feuilles en décomposition du sol forestier. Je creusais avec précaution au début, presque religieusement, comme si j'exhumais quelque chose de précieux, plutôt que de poursuivre quelque chose de caché. Le métal racla ma pelle après 20 minutes de travail, et mes mains tremblaient en balayant la terre restante. C'était un coffre-fort de dépôt, petit, banal, sécurisé par une serrure qui avait été endommagée, forcée, puis refermée. Le genre de coffre que Jean-Luc avait toujours gardé à la banque en ville, rempli de papiers importants et des quelques objets de valeur que nous avions accumulés au fil de décennies d'épargne prudente. À l'intérieur, nichée dans un velours bleu délavé, se trouvait la bague de ma grand-mère, le diamant Art déco, entouré de saphirs que Jean-Luc m'avait offert pour notre 10e anniversaire, après que je l'eus admiré pendant des mois,
sur les photos de famille que ma mère m'avait montrées, avant de mourir. La bague que j'avais portée tous les jours, jusqu'à ce que l'arthrite m'oblige à la garder dans la boîte à bijoux sur ma commode. La bague qui avait disparu quelque temps après les funérailles de Jean-Luc, lors d'une des nombreuses fois où Élise et Léo m'aidaient à trier ses affaires. Mais il n'y avait pas que la bague. En dessous, enveloppées dans du papier de soie ramolli par le temps, il y avait les perles de ma mère, celles que Jean-Luc m'avait offertes par surprise pour notre 25e anniversaire, après les avoir rachetées au prêteur sur gage, où je les avais vendues, à contre-cœur, lors de sa première crise cardiaque, quand les factures médicales menaçaient d'engloutir nos économies. Et sous les perles, dans une petite enveloppe Kraft, se trouvaient les titres de propriété, pas des photocopies, ni des duplicata, les titres originaux de ce chalet et du terrain où je me tenais maintenant, agenouillée dans la terre. Les propriétés que Jean-Luc avait cédées à Élise et Léo il y a 3 ans, lorsque sa santé déclinait et qu'il l'avait convaincu qu'il serait plus simple, pour des raisons fiscales, de transférer la propriété en avance. Mon cri quand il est venu fut assez brut pour faire s'envoler une paire de corbeaux des pins au-dessus de moi. C'était le son de 38 ans de confiance se brisant contre la réalité d'un vol calculé. Le son d'une mère, réalisant que sa fille n'avait pas seulement hérité des biens de son père. Elle avait volé des morceaux du cœur de sa mère et les avait enterrés comme des preuves. Agenouillée là, dans la terre, entourée des pièces retrouvées de ma vie, je sentis quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas une rupture. J'en avais eu assez de ça ces derniers mois. C'était différent. C'était un durcissement, se cristallisant en quelque chose d'assez tranchant pour couper. Élise avait toujours été impitoyable dans sa vie professionnelle. J'avais admiré cela chez elle, même quand Jean-Luc s'inquiétait qu'elle soit trop agressive, trop disposée à sacrifier des relations pour avancer. Mais je n'avais jamais imaginé que cette cruauté se retournerait contre sa propre mère. Je n'avais jamais pensé que la fille qui avait autrefois pleuré pour des oiseaux blessés deviendrait une femme capable de voler celle qui lui avait donné la vie. Mais la preuve était là, littéralement déterrée du sol, qu'ils espéraient la vendre. Voici les morceaux de mon histoire qu'ils avaient tenté d'effacer, enterrés comme des vérités dérangeantes dans la terre gelée. Je rassemblais les objets avec soin, religieusement, comme des artefacts d'une vie que je commençais seulement à comprendre, comme ayant été assiégée. Le soleil du matin perçait enfin à travers la canopée de pins, projetant de longues ombres sur la terre remuée et soulignant les larmes qui avaient gelé sur mes joues. En retournant vers le chalet, mon esprit travaillait déjà, planifiait déjà. Élise avait hérité de la nature méthodique de son père, mais aussi de son poing aveugle, l'hypothèse que l'amour signifiait la soumission, que les liens familiaux impliquaient un pardon inconditionnel. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle s'était trompée sur les deux. Le téléphone sonnait alors que je montais les marches du chalet, mais je ne me suis pas pressée de répondre. Laissons attendre qui que ce soit. Laissons-les s'interroger. J'avais des choses plus importantes à faire que de répondre à des exigences, des explications ou au rejet désinvolte qui était devenu le principal mode de communication de mes enfants. J'ai posé les trésors retrouvés sur la table de la cuisine et les ai contemplés à la lumière du jour naissant. Chaque pièce racontait une histoire, non seulement de vol, mais de cruauté calculée. Ce n'était pas de la cupidité opportuniste. C'était une suppression systématique, l'élimination méthodique de tout ce qui me liait à la vie que j'avais construite avec Jean-Luc. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, j'ai regardé l'identité de l'appelant. Élise. Je l'ai laissé sonner. Le silence qui a suivi était plus satisfaisant que n'importe quelle conversation que j'avais eue avec elle depuis des mois. Debout dans ma cuisine, entourée des preuves de sa trahison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de Jean-Luc, le contrôle. Le téléphone sonna encore 3 fois au cours de l'heure suivante. Chaque fois, je regardais le nom d'Élise apparaître sur l'écran et choisissais le silence. Au 4e appel, je pouvais imaginer sa frustration, cette impatience acérée qu'elle déployait lorsque le monde refusait de se plier à son emploi du temps. Bien. Qu'elle s'interroge,
Qu'elle ressente pour une fois ce que c'est que d'être ignorée. Je me suis fait un café avec des mains stables. Le rituel familier manquant dans cette nouvelle réalité. Les bijoux retrouvés captaient la lumière du matin, alors que j'étais assise à la table de la cuisine. Chaque pièce était un témoignage d'années de tromperie minutieuse. Depuis combien de temps Élise planifiait-elle cela? Combien de conversations sur « aider maman à organiser les affaires de papa » avaient été des missions de reconnaissance, cataloguant ce qui valait la peine d'être volé. Les titres de propriété étaient ce qui me stupéfiait vraiment. Jean-Luc avait été si fier en les signant, convaincu d'être responsable, de se préparer à un avenir où Élise et Léo s'occuperaient de tout. J'avais signé mon nom à côté du sien, confiante que notre fille honorerait l'esprit du don, que ce chalet, notre retraite du monde, resterait un lieu de rassemblement familial, où les petits-enfants pourraient un jour jouer parmi les pins. Au lieu de cela, il l'avait mise en vente auprès d'une agence immobilière, 2 semaines après les funérailles. Mon reflet me fixait depuis la surface noire du café, et je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. 3 mois de deuil avaient là creusé de nouvelles rides autour de mes yeux. Mais il y avait autre chose maintenant. Une dureté que je n'avais jamais vue auparavant, tranchante comme la glace d'hiver, et tout aussi impitoyable. Le bruit de pneus sur le gravier interrompit mes pensées. Par la fenêtre, j'observais la BMW argentée d'Élise, négocier l'allée sinueuse, roulant trop vite pour l'étroite route de montagne. Elle était seule. Léo était probablement au travail, maintenant l'illusion de la normalité pendant que sa femme nettoyait leur entreprise criminelle. Je ne me suis pas levée quand elle a frappé. Je n'ai pas appelé quand elle a essayé la porte. La clé de secours était toujours cachée sous la pierre peinte près des marches de l'entrée, où elle se trouvait depuis 15 ans. Mais Élise avait apparemment oublié ce détail dans sa hâte d'arriver. Maman. Sa voix traversa la porte, artificiellement enjouée de cette gaieté forcée qu'elle avait perfectionnée pour les clients difficiles. Maman, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. Nous, comme s'il s'agissait d'un partenariat, comme si j'avais mon mot à dire dans les conversations qui façonnaient pour ma vie. La clé racla dans la serrure, et Élise entra avec l'assurance de quelqu'un qui croit posséder tout ce qu'elle touche. Elle était exactement comme à l'aube. Vêtements de randonnée de marque qui n'avaient jamais vu un vrai sentier. Coiffure parfaite malgré ses activités de fossoyeur matinal. Seuls ses yeux trahissaient son anxiété, balayant la pièce principale du chalet comme si elle cataloguait les menaces potentielles. « Te voilà !» Elle essaya d'être chaleureuse, mais le ton était forcé. « Je t'ai appelé. Ton téléphone doit encore déconner. » Je ne dis rien. Je l'observais simplement de ma place à la table de la cuisine. Les objets retrouvés étaient étalés devant moi comme des pièces à conviction dans un tribunal. Chaque pièce soigneusement disposée pour un impact maximal. Le regard d'Élise les trouva immédiatement, et je vis le calcul scintiller sur son visage, alors qu'elle pesait ses options. « Oh !» Le seul mot tomba entre nous comme une pierre. « Je peux expliquer. »« Ah oui ?» Ma voix me parut étrangère, plus froide que je ne l'avais jamais été avec aucun de mes enfants. Parce que je suis vraiment curieuse d'entendre l'explication pour le vol des bijoux de ta mère et leur enterrement comme des preuves. Le sang-froid d'Élise se fissura juste assez pour révéler la panique acérée en dessous. Elle avait toujours été douée pour contrôler les situations, mais elle n'avait jamais eu à expliquer un vol manifeste à la victime auparavant. Ce n'est pas du vol, maman. Techniquement, tout dans la maison appartient maintenant à la succession. Léo et moi essayons juste de nous assurer que les objets de valeur sont en sécurité pendant que nous nous occupons de la vente. L'explication toute faite sortit de sa bouche avec l'efficacité lisse d'une plaidoirie finale. Mais ses mains la trahissaient, jouant avec son alliance, touchant sa gorge, exécutant la chorégraphie inconsciente de la culpabilité. « En sécurité », répétais-je lentement, laissant le mot en suspens dans l'air entre nous. Enterré dans les bois, c'est en sécurité. On allait te le dire. Vraiment? L'interrompis-je. Et la dureté de ma propre voix me surprit. De la même manière que tu allais me dire que tu mettais ce chalet en vente. De la même manière que tu m'as parlé du transfert de l'assurance-vie de papa sur ton compte personnel. La couleur quitta le visage d'Élise.
Elle ne s'attendait pas à ce que je sois au courant pour l'argent de l'assurance. Mais le deuil m'avait rendue minutieuse, d'une manière que je n'avais jamais été. Quand on n'a que du temps et de la douleur, on enquête, on creuse, on découvre des vérités que la confiance amoureuse avait auparavant masquées. Cet argent est destiné aux frais de succession, dit-elle. Mais sa voix avait perdu son assurance de prétoire. Les frais funéraires, les frais juridiques. 40 000 € de frais funéraires. Je me levai lentement, savourant la façon dont elle recula d'un pas. Pour un homme qui a spécifiquement demandé une crémation et une petite cérémonie. La bouche d'Élise s'ouvrit et se ferma sans un son, ses arguments préparés s'effondrant sous le poids de chiffres précis. Elle m'avait sous-estimé, tout comme elle avait sous-estimé la profondeur de mon enquête alimentée par le deuil sur chaque centime qui avait disparu depuis la mort de Jean-Luc. « Maman, tu ne penses pas clairement. Le choc de la perte de papa. Le choc de la perte de ton père m'a, au contraire, ouvert les yeux. » Je contournai la table et Élise recula carrément vers la porte. Bien. Qu'elle se sente acculée, qu'elle éprouve la claustrophobie de n'avoir aucune bonne option. Je suis au courant de la deuxième hypothèque que tu as contractée sur cette propriété, sans me le dire. Je suis au courant des antiquités qui ont disparu de la maison pendant tes sessions de nettoyage. Je suis au courant des bons d'épargne que papa avait laissés spécifiquement pour ses petits-enfants et qui ont été, d'une manière ou d'une autre, encaissés et déposés sur ton compte professionnel. Chaque révélation la frappa comme un coup physique. Le récit soigneusement construit d'Élise s'effritait, révélant le vol systématique sous son masque de fille attentionnée. « Tu m'as dépouillée, continuai-je, ma voix gagnant en force à chaque mot, en utilisant mon deuil comme couverture pendant que tu démantelais tout ce que papa et moi avions construit ensemble. Et tu as eu l'arrogance d'enterrer les preuves sur une terre que tu prévoyais de vendre sous mon nez. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-le-moi. » Je croisai les bras et attendis, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir insupportable. « Explique pourquoi ma fille est devenue une voleuse. » Le sang-froid d'Élise se brisa finalement. Le masque de compétence professionnelle tomba, révélant quelque chose de désespéré et de laid en dessous. « Parce que tu ne peux pas prendre soin de toi-même !» Les mots explosèrent d'elle avec une force volcanique. « Parce que tu as 62 ans et que tu n'as jamais pris une seule décision financière sans que papa ne te tienne la main. Parce que quelqu'un doit être l'adulte ici, et ce ne sera manifestement pas toi. » La cruauté était d'une précision à couper le souffle. Chaque mot était choisi pour blesser, pour me réduire à la veuve impuissante qu'elle avait décidé que je devais être. Mais au lieu de m'effondrer sous l'attaque, je sentis cette nouvelle dureté en moi se cristalliser en quelque chose d'incassable. Je vois. Ma voix était stable, presque conversationnelle. Donc, me voler était un acte de pitié. Quelle générosité de ta part. J'essaie de te protéger de prendre de terribles décisions, avec de l'argent que tu ne comprends pas. Comme la terrible décision de garder mes propres bijoux, ou la terrible décision de vouloir mourir dans la maison où j'ai vécu pendant 20 ans. Le visage d'Élise vira au rouge. « Ce chalet n'est pas pratique, maman. Les frais d'entretien seuls sont ma responsabilité sur une propriété qui m'appartient légalement. » Je me dirigeai vers le comptoir de la cuisine et pris les titres de propriété, les brandissant comme une arme. Les yeux d'Élise suivirent sachent les papiers, avec la concentration désespérée de quelqu'un qui regarde ses plans, soigneusement élaborés, se désintégrer. « Ces titres me désignent comme copropriétaire avec une clause de réversion totale aux survivants, » continuai-je. « Papa ne t'a pas cédé cette propriété. Il nous l'a cédée à tous les deux avec un transfert automatique aux survivants, qui, au cas où tu l'aurais oublié, c'est moi. » La réalité juridique frappa Élise comme un coup physique. Elle avait agi en supposant que j'étais trop accablée par le deuil pour comprendre la paperasse, trop confiante pour remettre en question sa version des faits. Elle avait tout misé sur mon ignorance continue. Elle avait perdu. « On peut arranger ça, » dit-elle, mais sa voix avait perdu toute son autorité. « Il n'est pas nécessaire que cela devienne conflictuel.
Nous sommes une famille, non? Je reposais les titres sur le comptoir avec un soin délibéré. Parce que les familles n'enterrent généralement pas les preuves de vol dans le jardin des autres. Élise ouvrit la bouche pour répondre, mais je levai une main pour l'arrêter. « Je veux que tu partes maintenant, » dis-je. « Prends tes explications, tes rationalisations et ton souci pour mon bien-être et sors de ma maison. Maman, sors !» Les mots portaient une finalité que même Élise ne pouvait contester. Elle resta là un instant, paraissant plus jeune qu'elle ne l'avait été depuis des années, dépouillée de son armure professionnelle et réduite à ce qu'elle avait toujours été en dessous. Ma fille, prise dans un mensonge trop gros pour être expliqué. Mais au lieu de remords, je vis le calcul revenir dans ses yeux. L'avocate en elle se regroupait déjà, planifiant déjà son prochain mouvement. « Ce n'est pas fini !» dit-elle, sa voix retrouvant une partie de son acier. « Tu ne peux pas simplement... »« Si !» l'interrompis-je. « C'est fini. Et si, je le peux. » Je la regardais partir par la fenêtre de la cuisine, notant comment elle claqua la portière de la BMW assez fort pour que l'écho résonne contre les pins environnants. Alors que ses feux arrière disparaissaient sur la route de montagne, je sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine, comme une clé, tournant dans une serrure. Pour la première fois depuis des mois, j'étais seule par choix, plutôt que par abandon. Le téléphone sonna de nouveau, 1 heure plus tard. Cette fois, ce n'était pas Élise. « Hélène, c'est Diane Martin du Crédit Alpin. » Je reconnus immédiatement la voix, chaleureuse, professionnelle, avec cette légère hésitation qui signifiait des nouvelles compliquées. Diane avait été la conseillère de Jean-Luc pendant 15 ans, nous avait guidés à travers 2 refinancements hypothécaires et un prêt professionnel qui avait maintenu son entreprise de paysagisme à flot pendant la récession. Elle était aussi la seule personne au Crédit Alpin qui me traitait encore comme un être humain, plutôt que comme un inconvénient juridique. « J'espère que je n'appelle pas à un mauvais moment, » poursuivit Diane. « Mais il y a quelque chose que vous devez savoir sur les comptes. Quelque chose qui, eh bien, est préoccupant. » Je m'installais dans le vieux fauteuil de Jean-Luc, la bague de ma grand-mère encore chaude entre mes doigts. Quel genre de préoccupant? Il y a eu un autre gros retrait hier du compte courant juin. 28 000 €. La signature semblait correcte. Mais, étant donné le schéma que nous observons, Diane laissa sa phrase en suspens. Mais je compris qu'il y avait un schéma. Le nom d'Élise sur le compte en tant que cosignataire avait été l'idée de Jean-Luc. Une préparation pratique pour une époque où nous pourrions avoir besoin d'aide pour gérer nos finances. Aucun de nous n'avait imaginé que cela deviendrait un permis de voler. « Combien reste-t-il » demandai-je, bien que je soupçonnais déjà que la réponse serait douloureuse. « Sur le compte courant, environ 300 €. Le compte d'épargne a été vidé la semaine dernière. 47 ans d'épargne prudente, parti. Le paiement de l'assurance vie de Jean-Luc, parti. Même le petit fonds d'urgence que nous avions maintenu pour les réparations de la maison et les frais médicaux. Tout cela canalisé vers des comptes qui portaient le nom de ma fille, à côté des nôtres. « Diane, » dis-je prudemment, « j'ai besoin que vous geliez les comptes restants. Retirez l'accès d'Élise immédiatement. » J'espérais que vous diriez ça. Le soulagement colora la voix de Diane. « J'ai tout documenté juste au cas où. Les schémas de retrait, le timing juste après le décès de votre mari. Hélène, cela ressemble à un abus de faiblesse sur personne âgée. Vous avez des motifs pour des poursuites pénales, si vous voulez les engager. Des poursuites pénales contre ma propre fille. La pensée aurait dû me dévaster, mais au lieu de cela, je ne ressentis qu'une froide satisfaction. La justice avait de nombreuses formes, et Élise avait choisi le chemin qui menait à la plus dure. « Envoyez-moi des copies de tout, » dis-je. « Chaque transaction, chaque signature, chaque document. Je veux un dossier complet. Je vais préparer un dossier aujourd'hui. Hélène, je suis désolée que cela vous arrive. Votre mari était un homme bon. Il ne méritait pas que son héritage soit volé de cette manière. » Après que Diane eut raccroché, je restais assise dans la pénombre croissante et laissais toute l'étendue de la trahison d'Élise s'installer en moi. Ce n'était pas seulement l'argent,
bien que la dévastation financière soit stupéfiante. C'était le calcul derrière. La manière systématique dont elle avait démantelé la vie que Jean-Luc et moi avions construite ensemble, morceau par morceau, euro par euro. Mais Élise avait commis une erreur cruciale dans son vol méthodique. Elle avait sous-estimé la valeur de la propriété du chalet elle-même. Je sortis de nouveau les titres de propriété, étudiant le langage juridique avec un regard neuf. Jean-Luc et moi avions acheté ce terrain en 1987 pour 12 000 €. Une somme ridicule maintenant, mais un effort pour nous à l'époque. Nous avions passé des week-ends ici pendant 35 ans, améliorant lentement le chalet, ajoutant des pièces, modernisant les systèmes. C'était devenu notre sanctuaire, l'endroit où nous avions prévu de vieillir ensemble. Élise le voyait comme un actif à liquider. Elle n'avait aucune idée de ce que valait une propriété en montagne maintenant. Mon ordinateur portable était ancien. Acheté pendant la dernière maladie de Jean-Luc pour m'aider à gérer ses rendez-vous médicaux et ses demandes d'assurance. Mais il se connectait toujours à Internet, et il ne me fallut pas longtemps pour trouver ce que je cherchais. Ventes récentes dans la région, valeurs immobilières, tendances du marché. Les chiffres me coupèrent le souffle. Des chalets similaires se vendaient plus de 400 000 €. Les propriétés au bord du lac comme la nôtre, avec un accès privé et des arbres matures, se vendaient encore plus cher. L'empressement d'Élise à vendre prenait soudain tout son sens. Elle ne volait pas seulement ma maison. Elle volait ce qui équivalait à toute ma sécurité financière pour la retraite. Le bruit d'un moteur de voiture interrompit mes recherches. Par la fenêtre, je pouvais voir des phares monter l'allée. Mais ce n'était pas la BMW d'Élise. Le véhicule était plus ancien, plus petit, se déplaçant prudemment sur la route sinueuse. J'ouvris la porte pour trouver une femme de mon âge debout sur le porche, tenant un plat à gratin et l'air incertain. Elle était grande et mince, avec des cheveux argentés attachés en une queue de cheval pratique et des yeux qui contenaient cette bonté particulière de quelqu'un qui a survécu à sa propre part de perte. « Madame Pelletier, je suis Olivia Fournier. J'habite à environ 1 kilomètre plus bas dans la montagne. » Elle souleva légèrement le plat. « J'ai apporté le dîner. J'espère que je ne vous dérange pas. » Je la fixais, prise au dépourvu. En 3 mois de vie à plein temps au chalet, personne n'était venu me rendre visite, à l'exception d'Élise et de l'agent immobilier, qu'elle avait amené sans demander la permission. « Je ne comprends pas, » dis-je. Le sourire d'Olivia était doux mais direct. « J'ai vu votre fille partir tout à l'heure. Elle avait l'air contrariée. Et j'ai observé les lumières à vos fenêtres ces dernières semaines, me demandant si vous n'étiez pas seul ici. Le deuil est assez difficile sans l'isolement. » Quelque chose dans sa voix suggérait une expérience personnelle avec les deux. Je me retrouvais à reculer, lui faisant signe d'entrer, avant que mon esprit conscient n'ait pris la décision. « Le gratin n'a rien d'extraordinaire, » poursuivit Olivia, entrant dans la cuisine avec l'aisance de quelqu'un habitué à aider. « Juste du poulet et du riz, mais ça se réchauffera bien si vous ne voulez pas de compagnie ce soir. Je... » commençai-je, puis m'arrêtai. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un m'avait apporté à manger? Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait considéré que je pouvais être seule, que je pouvais avoir besoin du simple réconfort humain, d'une conversation partagée? « Vous n'avez rien à expliquer, » dit Olivia, posant le plat sur le comptoir et remarquant les bijoux retrouvés encore étalés sur la table de la cuisine. Ses yeux s'attardèrent sur les titres de propriété, et je vis la compréhension scintiller sur son visage. Parfois, les familles peuvent être plus compliquées qu'on ne l'aurait jamais imaginé. La simple reconnaissance libéra quelque chose dans ma poitrine. Je m'effondrai sur une chaise de cuisine, soudain épuisée par le poids de porter seule la trahison d'Élise. « Elle me vole », m'entendis-je dire. Ma propre fille, depuis le lendemain des funérailles de son père. Olivia versa 2 tasses de café sans demander, s'asseyant en face de moi avec l'aisance de quelqu'un prêt à écouter. « Combien ?»« Tout. » Le mot sortit brut. Compte bancaire, bijoux, argent de l'assurance. Elle a même contracté une 2e hypothèque sur cette propriété sans me le dire, et elle essaie de la vendre pendant que j'y vis. Mais
vous en êtes propriétaire. Copropriété avec droit de survie. La propriété me revient automatiquement. Mais Élise agit comme si c'était déjà à elle de la vendre. Olivia hocha lentement la tête, ses doigts enroulés autour de sa tasse de café. Ma fille a essayé quelque chose de similaire après la mort de mon mari. Pas un vol à proprement parler, mais la même hypothèse sous-jacente que je ne pouvais pas gérer ma propre vie. La même arrogance déguisée en sollicitude. « Qu'avez-vous fait ?» « Je me suis battue. » La voix d'Olivia portait un acier qui me rappela ma propre dureté nouvelle. J'ai tout documenté. J'ai engagé ma propre avocate et j'ai clairement fait savoir que je n'étais pas la veuve impuissante qu'elle avait décidé que je devais être. Ça a pris 2 ans, mais elle a appris à respecter mes limites. 2 ans. La chose la plus difficile quand on s'oppose à ses propres enfants, c'est qu'ils savent exactement où appuyer. Ils connaissent votre histoire, vos peurs, vos faiblesses. Élise compte probablement sur votre amour pour elle, pour l'emporter sur votre colère face à ce qu'elle a fait. Je pensais à la confrontation de ce matin, à l'attente d'Élise que je cède sous ses explications et justifications. Le regard blessé dans ses yeux quand je lui avais ordonné de partir, comme si mon refus d'être une victime était en quelque sorte une trahison de notre relation. Elle m'a traitée d'incompétente, dis-je. A dit que quelqu'un devait être l'adulte. Le rire d'Olivia était amer. Classique. Ils vous infantilisent pour justifier leur prise de contrôle. Ma fille a utilisé presque les mêmes mots. Mais vous vous en êtes sorti. Je m'en suis sortie. Et j'ai appris quelque chose de précieux dans le processus. Olivia se pencha en avant, ses yeux rencontrant les miens avec intensité. Les gens qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin de vous diminuer pour se sentir important. La vraie famille vous élève. Elle ne vous démolit pas pour voler ce qui vous appartient. Nous restâmes assises dans un silence confortable pendant quelques minutes. 2 femmes qui avaient été forcées d'apprendre de dures vérités sur les personnes qu'elles avaient élevées et aimées. Dehors, l'obscurité de la montagne était complète, rompue seulement par des étoiles qui semblaient incroyablement brillantes après tant de mois de jugement obscurcis. « Il y a autre chose que vous devriez savoir, » dit finalement Olivia. « Sur la valeur des propriétés ici. » Mon attention s'aiguisa. « Quoi donc ?» J'ai vendu l'atelier de mon mari l'année dernière. Terrain de taille similaire, amélioration similaire. J'en ai obtenu 600 000 €. Elle observa attentivement mon visage. Une propriété au bord du lac comme la vôtre, avec l'intimité et le paysage mature. Vous êtes assise sur près d'1 million d'euros d'actifs. Le chiffre me frappa comme de l'eau froide. 1 million! Élise ne volait pas seulement l'argent de mes factures mensuelles. Elle essayait de voler tout mon avenir financier. Elle doit savoir, dis-je plus pour moi-même que pour Olivia. Elle a fait des recherches pour la vente. Elle doit savoir ce que ça vaut, ce qui en fait un vol qualifié, pas seulement un drame familial. La voix d'Olivia était pragmatique. Avec ce genre de somme en jeu, cela entre dans le domaine du pénal sérieux. Je fixais les titres de propriété étalés sur ma table de cuisine, les voyant d'un œil nouveau. Ce n'était pas seulement des papiers, c'était ma sécurité, mon indépendance, mon pouvoir de choisir comment le reste de ma vie se déroulerait. Le vol d'Élise n'était pas seulement cruel, il était dévastateur à une échelle que je commençais seulement à comprendre. « J'ai besoin d'une avocate, » dis-je. « J'en connais une bonne, quelqu'un spécialisé dans les cas d'abus de faiblesse. » Olivia sortit son téléphone. « Elle s'appelle Marie Hano. Elle m'a aidée quand ma fille essayait de me faire déclarer incompétente pour pouvoir contrôler mes finances. Marie ne plaisante pas. » Alors qu'Olivia parcourait ses contacts, je sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas seulement de la résolution. J'avais ça depuis le matin. C'était quelque chose de plus profond. Pour la première fois depuis la mort de Jean-Luc, je n'étais pas seule à comprendre ce qui m'arrivait. Élise avait compté sur mon isolement, sur ma paralysie induite par le deuil. Elle avait supposé que je resterais la veuve passive, reconnaissante de toute attention, même lorsqu'elle était enveloppée de vol et de trahison. Mais Élise n'avait jamais rencontré Olivia Fournier, et elle n'avait aucune idée de ce dont sa mère était capable quand elle arrêtait enfin de pleurer et commençait à se battre.
Le téléphone sonna de nouveau, alors qu'Olivia notait le numéro de Marie Hannot. Cette fois, je répondis à la première sonnerie. « Hélène ?» La voix d'Élise était tendue d'une panique à peine contenue. « Il faut qu'on parle. »« Non, » dis-je, ma voix stable comme la pierre de la montagne. « Nous n'avons pas à le faire. » Le silence à l'autre bout du fil s'étira assez longtemps pour que je puisse entendre sa respiration. Rapide et superficielle. Olivia me regardait de l'autre côté de la table de cuisine, sa présence me rappelant que je ne menais plus cette bataille seule. « Maman, s'il te plaît, je sais que tu es contrariée, mais tu ne vois pas la situation dans son ensemble. Je la vois parfaitement. » Je croisais le regard d'Olivia, puisant de la force dans son signe de tête encourageant. J'ai passé l'après-midi à m'informer sur les valeurs immobilières, les relevés bancaires et les lois sur l'abus de faiblesse. La situation est très claire, en effet. Une autre pause. Quand Élise parla de nouveau, son sang-froid d'avocate se fissurait sur les bords. « Quoi que tu penses savoir, je sais que tu as volé plus de 300 000 € sur des comptes qui portèrent mon nom. Je sais que tu as contracté une deuxième hypothèque de 40 000 € sur une propriété que tu ne possèdes pas. Je sais que tu prévoyais de vendre un bien d'1 million d'euros sans le consentement du propriétaire légal. » Chaque fait atterrit comme un coup, et je pouvais entendre la vive inspiration d'Élise. « Dois-je continuer ? 1 million !» La voix d'Élise monta d'une octave. « Maman, c'est ridicule. Personne ne paiera autant pour un vieux chalet. » Le mari d'Olivia Fournier a vendu une propriété similaire pour 600 000 € l'année dernière. Les parcelles au bord du lac avec des arbres matures se vendent encore plus cher. Je jetai un coup d'œil à Olivia, qui confirma d'un signe de tête. « Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas ? C'est pour ça que tu étais si pressée de me faire signer ces papiers de mise en vente. » Le silence qui suivit était différent, plus lourd, plus dangereux. Quand Élise parla enfin, le prétexte de sollicitude filiale s'était entièrement évaporé. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, » dit-elle, sa voix froide comme le vent de janvier. « Tu ne peux pas gérer une propriété comme ça seule. Les impôts, l'entretien, les problèmes de responsabilité. Tu perdras tout en 1 an. Voilà la menace, livrée avec une précision chirurgicale. Soumets-toi à notre vol, ou perds tout par ta propre incompétence. » « Peut-être, » dis-je, « mais ce sera mon choix, pas le tien. C'est de la folie. Tu gâches ta sécurité financière par dépit. »« Ma sécurité financière !» Le rire qui m'échappa était assez tranchant pour couper du verre. « Tu veux dire la sécurité financière que tu as systématiquement volée ? Les comptes bancaires que tu as vidés ? L'argent de l'assurance que tu as détourné ? Tu me fais la morale sur la sécurité financière, alors que tu m'as dépouillée. » Olivia se pencha en avant, griffonnant quelque chose sur une serviette en papier et la glissant sur la table. « Appli d'enregistrement ?» avait-elle écrit. Je secouai légèrement la tête. Cette conversation était déjà gravée dans ma mémoire avec une clarté parfaite. « Je protégeais ses actifs, » dit Élise, mais sa voix manquait de conviction. « M'assurant qu'ils étaient correctement gérés pendant ta période de deuil. En enterrant mes bijoux dans les bois comme des preuves, c'est de la gestion d'actifs. » La question flotta dans l'air comme de la fumée. Je pouvais presque entendre l'esprit d'Élise s'emballer, essayant de construire un récit qui transformerait le vol en protection, la trahison en amour. « Je peux tout expliquer si tu veux bien écouter. » J'ai fini d'écouter, Élise. J'ai écouté tes explications pendant 3 mois, pendant que tu démantelais tout ce que ton père et moi avions construit ensemble. Plus maintenant. « Maman !» J'ai raccroché. Le silence qui a suivi semblait profond, comme le moment après un coup de tonnerre où le monde retient son souffle. Olivia me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la fierté. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. « Terrifiant, » admis-je, « et merveilleux. » Olivia sourit. « C'est comme ça que tu sais que tu fais le bon choix. La peur signifie que ça compte. » Le téléphone se mit immédiatement à sonner de nouveau, le nom d'Élise clignotant avec insistance sur l'écran. Je le retournai face contre table et le repoussai. « Elle va escalader maintenant, » dit Olivia d'une voix pragmatique. « Quand les enfants réalisent qu'ils ne peuvent plus manipuler leurs parents, ils deviennent souvent désespérés
Sois prête à ça. Quel genre de désespéré? Ça dépend d'Élise. Certains essaient le chantage affectif, les menaces de couper le contact, d'éloigner les petits-enfants. D'autres passent à la voie légale, essayant de te faire déclarer incompétente, contestant ton état mental. Quelques-uns deviennent méchants. Humiliation publique, campagne de pression familiale. Je pensais à l'efficacité impitoyable de ma fille dans sa vie professionnelle. Sa volonté de détruire les arguments de la partie adverse avec une précision chirurgicale. Cette même intelligence tournée contre moi serait redoutable. Qu'a fait ta fille? L'expression d'Olivia s'assombrit. Elle a essayé de me faire interner pour une évaluation psychiatrique, a dit à mon médecin que je montrais des signes de démence, que je prenais des décisions financières irrationnelles. Il a fallu 3 mois et 2 évaluations indépendantes pour prouver que j'étais parfaitement compétente. La cruauté désinvolte de la chose me coupa le souffle. Ta propre fille a essayé de te faire déclarer folle. Elle s'est convaincue que c'était pour mon bien. Tout comme Élise s'est convaincue que te voler est une protection. La voix d'Olivia portait le poids d'une sagesse durement acquise. La chose effrayante avec les enfants adultes qui deviennent prédateurs, c'est qu'ils sont souvent sincèrement convaincus d'être les héros de l'histoire. Mon téléphone vibra avec un SMS. Contre mon meilleur jugement, je regardais. « Maman, je reviens demain matin avec Léo. On va s'asseoir et régler ça comme des adultes. Ne fais rien d'irréfléchi d'ici là. » Le ton impérieux. L'hypothèse qu'elle pouvait simplement annoncer ses plans et s'attendre à ce que je me conforme. C'était si parfaitement Élise que j'en ai presque ri. « Elle revient demain, » dis-je à Olivia. « Avec son mari. » L'expression d'Olivia s'aiguisa. « Une démonstration de force. Ils espèrent t'intimider pour que tu cèdes. Est-ce que ça marchera? » Ça dépend si tu veux que ça marche. Olivia se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant mon visage. « Hélène, que veux-tu ici? Ce que tu veux vraiment, pas ce que tu penses devoir vouloir en tant que mère. » La question me prit au dépourvu. Pendant 3 mois, je m'étais concentrée sur la survie. Passer chaque journée, gérer le deuil, endurer le comportement de plus en plus contrôlant d'Élise. Je n'avais pas pensé à ce que je voulais réellement des décombres de mon ancienne vie. Je veux qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences, dis-je lentement. Je veux qu'Élise affronte la réalité de ce qu'elle a fait, sans se cacher derrière des justifications et des excuses. Et si elle ne le fait pas? Si elle continue de se voir comme ta sauveuse plutôt que comme ta voleuse? La possibilité s'abattit sur moi comme un poids froid. Élise n'avait montré aucun remords réel, seulement de la frustration d'avoir été prise. Ses appels n'avaient pas inclus d'excuses, seulement des exigences de conformité. « Alors je veux la justice », dis-je, les mots semblant étranges dans ma bouche. La vraie justice, pas seulement un drame familial. Olivia hocha la tête avec approbation. « Bien, parce que Marie Hannah peut t'aider à l'obtenir. Mais tu dois être sûre. Une fois que tu t'engages sur la voie légale, il n'y a pas de retour en arrière pour jouer à la famille heureuse. » Je pensais aux funérailles de Jean-Luc, à la façon dont Élise avait utilisé mon deuil pour commencer son vol systématique. Je pensais à la découverte de la bague de ma grand-mère enterrée comme de la contrebande, au compte bancaire vidé pendant que je luttais pour comprendre ma nouvelle réalité de veuve. Je pensais au mois passé, à être traitée comme un inconvénient. Un problème à gérer plutôt qu'une personne à aimer. Il n'y a déjà pas de retour en arrière, dis-je. Élise a fait ce choix quand elle a décidé de voler sa mère. Olivia se leva, se dirigeant vers la fenêtre de la cuisine. Elle n'est pas la seule impliquée là-dedans. Léo a signé ses papiers d'hypothèque. Léo a aidé à enterrer ses bijoux. En termes juridiques, il est tout aussi coupable. Le rappel que mon gendre était également coupable ajouta une autre couche de trahison. Léo, qui avait charmé toute notre famille, avec son sourire facile et son expertise en investissement. Léo qui m'avait appelée « maman » à leur mariage, qui avait promis de prendre soin d'Élise et des petits-enfants qu'il pourrait avoir. Au lieu de cela, il avait aidé sa femme à me dépouiller. « Que se passe-t-il si je porte plainte ?» demandai-je. « Avec autant d'argent en jeu, vol qualifié, potentiellement association de malfaiteurs, charge d'abus de faiblesse, peine de prison,
s'ils sont reconnus coupables. La voix d'Olivia était clinique, mais pas sans sympathie. Cela détruirait leur vie, leur carrière, leur mariage probablement. Le poids de cette responsabilité aurait dû me terrifier. Il y a 6 mois, cela aurait été le cas. Mais assise dans ma cuisine, entourée des preuves de leur crime, je ne ressentis qu'une froide satisfaction. Ils ont détruit la mienne en premier, dis-je. Olivia retourna à la table, tendant la main pour serrer la mienne. Alors assurons-nous que Marie Hanotte obtienne tout ce dont elle a besoin pour construire un dossier dont ils ne pourront pas se défaire. Nous avons passé l'heure suivante à tout documenter, à photographier les bijoux retrouvés, à scanner les relevés bancaires, à organiser les titres de propriété. Olivia s'est avérée étonnamment douée en technologie, m'aidant à télécharger des fichiers sur un stockage cloud sécurisé et à envoyer des emails cryptés au bureau de Marie Hanout. Pendant que nous travaillions, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis la mort de Jean-Luc. Un but. Pas seulement le but défensif de protéger le peu qu'il me restait, mais le but offensif de s'assurer que le vol ait des conséquences, que la cruauté ne reste pas impunie. Au moment où Olivia est partie, promettant de revenir le matin avant l'arrivée d'Élise, j'avais un plan. Pas seulement une réaction émotionnelle ou une défense désespérée, mais une stratégie soigneusement construite pour récupérer non seulement mes biens volés, mais ma dignité volée. Je restais seule dans le chalet à l'approche de minuit, écoutant le silence de la montagne qui m'avait autrefois semblé être de l'isolement, mais qui me semblait maintenant être un sanctuaire. Demain, Élise et Léo arriveraient en s'attendant à trouver la même veuve endeuillée et docile qu'ils exploitaient depuis des mois. Au lieu de cela, ils trouveraient quelqu'un qui avait appris la différence entre la loyauté familiale et la complicité de vol. Quelqu'un qui avait découvert que l'amour sans respect n'était que de la manipulation sous un autre nom. Quelqu'un qui avait enfin cessé de pleurer, assez longtemps pour commencer à se battre. Le téléphone sonna une dernière fois avant que je n'aille me coucher. Élise de nouveau, probablement en train de planifier sa stratégie pour la confrontation de demain. Je le laissais sonner, souriant en montant les escaliers vers la chambre que Jean-Luc et moi avions partagée à des temps plus heureux. Certaines conversations valaient la peine d'être eues, d'autres n'étaient que du bruit. Et j'étais enfin assez sage pour connaître la différence. Ils sont arrivés à 10 heures du matin. La BMW d'Élise, suivie de la Mercedes noire de Léo. Un convoi de voitures chères, grimpant la route de montagne comme une force d'invasion. Je les ai observés depuis la fenêtre de la cuisine, notant comment ils se déplaçaient avec une précision militaire. Léo portant une mallette en cuir, tandis qu'Élise serrait un dossier en carton épais de documents. Ils étaient venus préparer pour la guerre. Bien. Moi aussi. Olivia était arrivée 1 heure plus tôt, apportant du café frais et la force tranquille de quelqu'un qui avait mené cette bataille et l'avait gagnée. Elle était maintenant assise à ma table de cuisine, l'air parfaitement à l'aise. Sa présence rappelait que je n'étais pas la veuve isolée qu'Élise s'attendait à trouver. « Souviens-toi » dit Olivia alors que les portières de voiture claquèrent dehors. « Ils vont essayer de te submerger de paperasse et de terminologie juridique. Ne signe rien, n'accepte rien. Écoute simplement et prends des notes. » Je hochai la tête, mes mains stables en me versant du café. Il y a 3 mois, le bruit des pas d'Élise sur le porche m'aurait rempli d'une gratitude désespérée. Ma fille, qui venait me rendre visite, apportant l'illusion d'un lien familial. Maintenant, ces mêmes pas sonnaient comme un tonnerre approchant. Élise ne frappa pas. Elle utilisa la clé de secours avec le droit de quelqu'un qui croit posséder tout ce qu'elle touche, entrant avec Léo juste derrière elle. Tous deux s'arrêtèrent net en voyant Olivia, leur dynamique soigneusement planifiée perturbée par une variable inattendue. « Maman » dit Élise, sa voix artificiellement enjouée. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie. »« Olivia Fournier » dis-je doucement. « Ma voisine, elle reste !» La présentation flotta dans l'air comme un défi. Les yeux d'Élise passèrent d'Olivia à moi, calculant rapidement. Elle s'attendait à me trouver seule, vulnérable, prête à céder sous la pression combinée de sa déception et de l'expertise financière de Léo.
C'est une affaire de famille, dit Léo, son sourire de banquier d'affaires ne masquant pas tout à fait son irritation. Peut-être que Madame Fournier pourrait rester exactement où elle est, l'interrompis-je, à moins que vous ne préfériez avoir cette conversation en présence de mon avocate. Le mot « avocate » atterrit comme un coup physique. Élise recula carrément, sa prise se resserrant sur le dossier qu'elle portait. « Pas besoin d'avocat », dit-elle rapidement. « Nous sommes là pour arranger les choses, pour trouver une solution qui convient à tout le monde. » « Tout le monde ?» Je posai ma tasse de café avec un soin délibéré. « Tu veux dire une solution qui te permet de garder l'argent que tu as volé pendant que je prétends que ça n'est jamais arrivé ?» Léo s'éclaircit la gorge, posant sa mallette sur le comptoir de la cuisine, avec l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler les discussions financières. « Hélène, je comprends que vous soyez contrariée. Le deuil peut nous faire voir les choses d'une manière qui n'est pas entièrement rationnelle. Non. » Le mot sortit tranchant comme une lame. « N'osez pas vous tenir dans ma cuisine et me traiter d'irrationnelle, après avoir aidé votre femme à me voler pendant 3 mois. » Le sang-froid calculé de Léo vacilla. Comme Élise, il avait sous-estimé tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris pendant mes semaines d'enquête minutieuse. « Les fonds ont été déplacés pour des raisons de sécurité, » poursuivit-il, mais sa voix avait perdu son assurance. « Pendant les transitions de succession, il est courant de consolider les actifs pour éviter... » Pour éviter quoi? Que le propriétaire légal accède à son propre argent? Je sortis les relevés bancaires que Diane m'avait fournis, les étalant sur la table. 312 000 €. C'est le montant que vous, Élise et toi, avez volé sur des comptes à mon nom. Élise s'approcha, ses instincts d'avocate prenant enfin le dessus. Ces comptes étaient des comptes joints. Nous avions l'autorité légale. De voler votre mère en deuil? La voix d'Olivia coupa l'air de la cuisine comme de la glace. C'est ce qu'on t'a appris à la fac de droit, Élise? Le visage d'Élise vira au rouge. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée par quelqu'un d'autre qu'un confrère adverse. N'était pas préparée au jugement constant dans les yeux d'Olivia. C'est entre ma mère et moi, lança Élise. Non, dis-je doucement. Ça a cessé d'être entre nous quand vous avez décidé de commettre des crimes. Maintenant, c'est entre vous et le système judiciaire. Le silence qui suivit fut absolu. Léo et Élise échangèrent un saut des regards. Une communication sans parole passa entre eux. Quand Élise parla de nouveau, sa voix était passée en mode prétoire complet. « Tu fais une erreur, maman. Une grosse erreur. Si tu penses que tu peux gérer cette propriété seule, si tu penses que tu peux gérer les impôts, l'entretien et la responsabilité légale d'un bien d'1 million d'euros, tu te berces d'illusions. » Voilà la menace, livrée avec une précision chirurgicale. Soumets-toi à notre vol, ou perds tout par ta propre incompétence. Peut-être, dis-je, mais c'est mon choix. Vraiment? Léo ouvrit sa mallette, sortant une épaisse liasse de documents. Parce que nous avons fait le calcul, Hélène. Rien que les impôts fonciers vont vous coûter 40 000 € par an. L'assurance, les charges, l'entretien d'une structure vieillissante. Vous en aurez pour 70 000 € par an juste pour maintenir les lumières allumées. Il étala les papiers sur ma table de cuisine comme des preuves dans un procès. Chaque document soigneusement conçu pour démontrer mon inadéquation financière. Sans les revenus de l'entreprise de Jean-Luc, sans les économies que nous avons protégées pour vous, comment comptez-vous vous permettre cela? Élise se pencha en avant, sa voix prenant la condescendance douce qu'elle utilisait probablement avec des clients confus. Nous essayons de te sauver de la faillite, maman, de perdre tout ce pour quoi papa a travaillé. C'était magnifiquement exécuté, je devais l'admettre. La combinaison parfaite d'intimidation financière et de manipulation émotionnelle, conçue pour me rendre reconnaissante de leur vol plutôt qu'en colère. Il y a 6 mois, cela aurait pu fonctionner. Vous avez raison sur les coûts, dis-je, sortant mon propre dossier, les recherches que j'avais faites avec l'aide d'Olivia. Impôts fonciers, assurance, entretien. C'est cher de posséder un bien immobilier de valeur. Élise se détendit légèrement,
prenant ma reconnaissance pour une capitulation. « Mais vous avez oublié quelque chose d'important, » continuai-je. « Je n'ai pas à vivre ici toute l'année. Je n'ai pas à maintenir cela comme ma résidence principale. » Je sortis les annonces de location qu'Olivia m'avait aidé à trouver. Des propriétés similaires à la mienne, qui généraient des revenus substantiels grâce à la location de vacances et aux beaux saisonniers. Les chalets au bord du lac dans cette région se louent entre 800 et 1800 € la nuit en haute saison. Même à 50% d'occupation, cette propriété générera plus de revenus que ce dont j'ai besoin pour l'entretenir. La couleur quitta le visage d'Élise. Elle avait été si concentrée sur les coûts qu'elle n'avait jamais considéré le potentiel de revenus. « Mais je ne la louerai pas, » continuai-je, « parce que Marie Hannah a trouvé quelque chose de très intéressant en examinant les titres de propriété. » Je posai la lettre de l'avocate sur la table, regardant Élise et Léo se pencher pour la lire. « Les droits de source, » dis-je simplement. « Papa a acheté ce terrain à une époque où les droits d'exploitation étaient automatiquement inclus dans les achats de propriété. Il y a une société d'eau minérale qui essaie d'obtenir un bail pour les droits de forage dans cette région depuis 2 ans. » Les mains d'Élise tremblaient en lisant la lettre. Les termes du bail proposé étaient stupéfiants. 200 000 € d'avance, plus des redevances sur toute l'eau extraite. « Alors, vous voyez, » dis-je, ma voix calme comme une eau dormante. « Je m'en sortirais très bien financièrement. Plus que bien, en fait. Assez bien pour engager des poursuites pénales sans me soucier des frais de justice. Assez bien pour aller jusqu'au bout, peu importe le temps que cela prendra ou le coût que cela engendrera. » Léo s'effondra sur une chaise, le combat le quittant comme l'air d'un ballon percé. Mais Élise n'avait pas encore fini. « Maman, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Je suis ta fille. Léo est ton gendre. Nous sommes une famille. Vas-tu vraiment détruire ta propre famille pour de l'argent? » Voilà. La manipulation finale. L'appel au lien du sang qui était censé l'emporter sur la justice, rendre l'amour conditionnel à l'acceptation de l'abus. « Vous avez détruit cette famille, » dis-je en me levant lentement. « Pas moi. Vous, quand vous avez décidé que voler votre mère était acceptable. Quand vous avez traité mon deuil comme une opportunité plutôt qu'une tragédie. » Le masque d'Élise tomba finalement entièrement, révélant la peur désespérée en dessous. « Si tu portes plainte, je perdrai ma licence d'avocate. Léo perdra ses certifications, nos carrières, nos réputations. Tout ce que nous avons construit sera parti. »« Oui, » dis-je simplement. « Seul sera. » La franchise brute de la chose sembla la stupéfier. Elle s'attendait à des remords, à une préoccupation maternelle, à un adoucissement de dernière minute qui la sauverait des conséquences. Au lieu de cela, elle ne trouva que la justice froide qu'elle ne s'était jamais appris à craindre. « Tu ne peux pas le penser, » murmura-t-elle. « J'ai déjà signé la plainte, » dis-je, sortant le dernier document de mon dossier. « Marie Hannah l'a déposé hier après-midi. Le mandat d'arrêt contre vous devrait être émis d'ici la fin de la semaine. » Élise fixa les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère, incapable de traiter la réalité que sa mère douce, docile, facilement manipulable, venait de détruire sa vie d'un trait de plume. « On peut rembourser, » dit Léo désespérément. « Tout, avec les intérêts. On peut arranger ça. »« Non, » dis-je, ma voix finale comme la mort. « Vous ne pouvez pas. Certaines choses ne peuvent pas être défaites, ne peuvent pas être pardonnées, ne peuvent pas être arrangées avec des excuses et des restitutions. C'en est une. » Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. L'air de la montagne s'engouffra, purifiant la cuisine de leur présence. « Sortez de ma maison, » dis-je, tous les deux, et ne revenez pas. Ils partirent en silence, leurs mallettes et dossiers éparpillés sur ma table comme les restes d'une bataille perdue. Par la fenêtre, je les regardais s'éloigner en voiture. Élise penchait sur le volant tandis que Léo fixait droit devant lui. Je ne ressentis aucune satisfaction dans leur défaite, aucune joie dans leur destruction. Mais je ressentis quelque chose de plus précieux que l'un ou l'autre, le retour de ma propre dignité. Olivia m'aida à nettoyer les papiers éparpillés,
aucune de nous ne parlant jusqu'à ce que la cuisine soit remise en ordre. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle finalement. « Libre, dis-je, et je le pensais. Pour la première fois, en 3 mois, complètement libre. 6 semaines plus tard, je reçus une lettre de la maison d'arrêt du département. Élise écrivait pour dire qu'elle était désolée, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent ainsi loin, qu'elle espérait qu'un jour, je trouverais dans mon cœur de lui pardonner. Je la lus une fois, puis la classai avec les autres documents de l'affaire. Certaines excuses arrivent trop tard pour compter. Certaines conséquences sont exactement ce qu'elles devraient être.